L'Assommoir, partie 12, chapitre 12. Ce devait être le samedi après le terme, quelque chose comme le 12 ou le 13 janvier. Gervaise ne savait plus au juste. Elle perdait la boule, parce qu'il y avait des siècles qu'elle ne s'était rien mis de chaud dans le ventre. Ah, quelle semaine infernale! Un ratissage complet, de pain de 4 livres, le mardi, qui avait duré jusqu'au jeudi. Puis une croûte sèche retrouvée la veille, et pas une miette depuis 36 heures. Une vraie danse devant le buffet. Ce qu'elle savait, par exemple, ce qu'elle sentait sur son dos, c'était le temps de chien, un froid noir, un ciel barbouillé comme le cul d'une poêle, crevant d'une neige qui s'entêtait à ne pas tomber. Quand on a l'hiver et la faim dans les tripes, on peut serrer sa ceinture, ça ne vous nourrit guère. Peut-être, le soir, Coupeau rapporterait-il de l'argent? Il disait qu'il travaillait. Tout est possible, n'est-ce pas? Et Gervaise, attrapée pourtant bien des fois, avait fini par compter sur cet argent-là. Elle, après toutes sortes d'histoires, ne trouvait plus seulement un torchon à laver dans le quartier. Même une vieille dame dont elle faisait le ménage venait de la flanquer dehors, en l'accusant de boire ses liqueurs. On ne voulait d'elle nulle part. Elle était brûlée, ce qui l'arrangeait dans le fond, car elle en était tombée à ce point d'abrutissement où l'on préfère crever que de remuer ses 10 doigts. Enfin, si Coupeau rapportait sa paye, on mangerait quelque chose de chaud. Et, en attendant, comme midi n'avait pas sonné, elle restait allongée sur la paillasse, parce qu'on a moins froid et moins faim lorsqu'on est allongé. Gervaise appelait ça la paillasse, mais, à la vérité, ça n'était qu'un tas de paille dans un coin. Peu à peu, le dodo avait filé chez les revendeurs du quartier. D'abord, les jours de débine, elle avait décousu le matelas, où elle prenait des poignées de laine qu'elle sortait dans son tablier et vendait 10 sous la livre, rue Bel-Homme. Ensuite, le matelas vidé, elle s'était fait 30 sous de la toile un matin pour se payer du café. Les oreillers avaient suivi, puis le traversin. Restait le bois de lit qu'elle ne pouvait mettre sous son bras à cause des boches qui auraient ameuté la maison s'ils avaient vu s'envoler la garantie du propriétaire. Et cependant, un soir, aidée de Coupeau, elle guetta les boches en train de gueuletonner et déménagea le lit tranquillement, morceau par morceau, les bateaux, les dossiers, le cadre de fond. Avec les 10 francs de ce lavage, ils fricotèrent 3 jours. Est-ce que la paillasse ne suffisait pas? Même la toile était allée rejoindre celle du matelas. Ils avaient ainsi achevé de manger le dodo, en se donnant une indigestion de pain après une fringale de 24 heures. On poussait la paille d'un coup de balai. Le poussier était toujours retourné, et ça n'était pas plus sale qu'autre chose. Sur le tas de paille, Gervaise, tout habillée, se tenait en chien de fusil, les pattes ramenées sous sa guenille de jupon pour avoir plus chaud. Et, pelotonnée, les yeux grands ouverts, elle remuait des idées pas drôles, ce jour-là. Ah non, sacré matin, on ne pouvait continuer ainsi à vivre sans manger. Elle ne sentait plus sa faim, seulement elle avait un plomb dans l'estomac, tandis que son crâne lui semblait vide. Bien sûr, ce n'était pas aux 4 coins de la Turne qu'elle trouvait des sujets de gaieté. Un vrai chenil, maintenant, où les levrettes qui portent des paletots dans les rues ne seraient pas demeurées en peinture. Ses yeux pâles regardaient les murailles nues. Depuis longtemps, ma tante avait tout pris. Il restait la commode, la table et une chaise. Encore le marbre et les tiroirs de la commode s'étaient-ils évaporés par le même chemin que le bois du lit. Un incendie n'aurait pas mieux nettoyé ça. Les petits bibelots avaient fondu, à commencer par la toquante, une montre de 12 francs, jusqu'aux photographies de la famille, dont une marchande lui avait acheté les cadres. Une marchande bien complaisante, chez laquelle elle portait une casserole, un fer à repasser, un peigne,
et qui lui allongeait 5 sous, 3 sous, 2 sous, selon l'objet, de quoi remonter avec un morceau de pain. À présent, il ne restait plus qu'une vieille paire de mouchettes cassées dont la marchande lui refusait 1 sou. Oh, si elle avait su à qui vendre les ordures, la poussière et la crasse, elle aurait vite ouvert boutique, car la chambre était d'une jolie saleté. Elle n'apercevait que des toiles d'araignée dans les coins, et les toiles d'araignée sont peut-être bonnes pour les coupures, mais il n'y a pas encore de négociant qui les achète. Alors, la tête tournée, lâchant l'espoir de faire du commerce, elle se recroquevillait davantage sur sa paillasse. Elle préférait regarder par la fenêtre le ciel chargé de neige. Un jour triste qui lui glaçait la moelle des os. Que d'embêtements! À quoi bon se mettre dans tous ces états et se turlupiner la cervelle? Si elle avait pu pioncer, au moins. Mais sa pétaudière de Cambuse lui trottait par la tête. Monsieur Marescot, le propriétaire, était venu lui-même, la veille, leur dire qu'il les expulserait s'ils n'avaient pas payé les 2 termes arriérés dans les 8 jours. Eh bien, il les expulserait, il ne serait certainement pas plus mal sur le pavé. Voyez-vous ce sagouin avec son pardessus et ses gants de laine qui montait leur parler des termes, comme s'ils avaient eu un boursicot caché quelque part. Nom d'un chien, au lieu de se serrer le gavio, elle aurait commencé par se coller quelque chose dans les badigouins. Vrai, elle le trouvait trop rossard, cet entripaillé. Elle l'avait, où vous savez, et profondément encore. C'était comme sa bête brute de Coupeau, qui ne pouvait plus rentrer sans lui tomber sur le casaquin. Elle le mettait dans le même endroit que le propriétaire. À cette heure, son endroit devait être bigrement large, car elle y envoyait tout le monde, tant elle aurait voulu se débarrasser du monde et de la vie. Elle devenait un vrai grenier à coups de poing. Coupeau avait un gourdin qu'il appelait son éventail à bourrique. Et il éventait la bourgeoise, fallait voir. Des suées abominables dont elle sortait en nage. Elle, pas trop bonne non plus, mordait et griffait. Alors on se trépignait dans la chambre vide, des peignés à se faire passer le goût du pain. Mais elle finissait par se ficher des dégelés comme du reste. Coupeau pouvait faire la Saint-Lundi des semaines entières, tirer des bordées qui duraient des mois, rentrer fou de boisson et vouloir la réguiser. Elle s'était habituée, elle le trouvait tannant, pas davantage. Et c'était ces jours-là qu'elle l'avait dans le derrière. Oui, dans le derrière, son cochon d'homme. Dans le derrière, les lorilleux, les boches et les poissons. Dans le derrière, le quartier qui la méprisait. Tout Paris y entrait, et elle y enfonçait d'une tape avec un geste de suprême indifférence, heureuse et vengée pourtant de le fourrer là. Par malheur, si l'on s'accoutume à tout, on n'a pas encore pu prendre l'habitude de ne point manger. C'était uniquement là ce qui défrisait Gervaise. Elle se moquait d'être la dernière des dernières, au fin fond du ruisseau, et de voir les gens s'essuyer quand elle passait près d'eux. Les mauvaises manières ne la gênaient plus, tandis que la faim lui tordait toujours les boyaux. Oh, elle avait dit adieu aux petits plats, elle était descendue à dévorer tout ce qu'elle trouvait. Les jours de noces, maintenant, elle achetait chez le boucher des déchets de viande à 4 sous la livre, là de traîner et de noircir dans une assiette. Et elle mettait ça avec une potée de pommes de terre qu'elle touillait au fond d'un poêlon. Ou bien elle fricassait un cœur de bœuf, un rata dont elle se léchait les lèvres. D'autres fois, quand elle avait du vin, elle se payait une trempette, une vraie soupe de perroquet. Les dessous de fromage d'Italie, les boisseaux de pommes blanches, les quarts de haricots secs cuits dans leur jus, étaient encore des régals qu'elle ne pouvait plus se donner souvent. Elle tombait aux arlequins, dans les gargots borgnes, où, pour 1 sou, elle avait des tas d'arêtes de poisson mêlées à des rognures de rôtis gâtés. Elle tombait plus bas, mendiait chez un restaurateur charitable les croûtes des clients et faisait une panade en les laissant mitonner le plus longtemps possible sur le fourneau d'un voisin. Elle en arrivait, les matins de fringale, à rôder avec les chiens pour voir aux portes des marchands avant le passage des boueux. Et c'était ainsi qu'elle avait parfois des plats de riches, des melons pourris, des maquereaux tournés,
des côtelettes dont elle visitait le manche, par crainte des asticots. Oui, elle en était là. Ça répugne les délicats, cette idée. Mais si les délicats n'avaient rien tortillé de 3 jours, nous verrions un peu s'ils boudraient contre leur ventre. Ils se mettraient à 4 pattes et mangeraient aux ordures comme les camarades. Ah, la crevaison des pauvres, les entrailles vides qui crient la faim, le besoin des bêtes claquant des dents et s'empiffrant de choses immondes, dans ce grand Paris si doré et si flambant. Et dire que Gervaise s'était fichue des ventrées d'oie grasse. Maintenant, elle pouvait s'entorcher le nez. Un jour, Coupeau lui ayant chipé 2 bons de pain pour les revendre et les boire, elle avait failli le tuer d'un coup de pelle, affamée, enragée par le vol de ce morceau de pain. Cependant, à force de regarder le ciel blafard, elle s'était endormie d'un petit sommeil pénible. Elle rêvait que ce ciel chargé de neige crevait sur elle, tant le froid la pinçait. Brusquement, elle se mit debout, réveillée en sursaut par un grand frisson d'angoisse. Mon Dieu, est-ce qu'elle allait mourir ? Grelottante, hagarde, elle vit qu'il faisait jour encore. La nuit ne viendrait donc pas ? Comme le temps est long quand on n'a rien dans le ventre. Son estomac s'éveillait, lui aussi, et la torturait. Tombée sur la chaise, la tête basse, les mains entre les cuisses pour se réchauffer, elle calculait déjà le dîner dès que Coupeau apporterait l'argent. 1 pain, 1 litre, 2 portions de gras double à la lyonnaise. 3 heures sonnèrent au coucou du père Bazouge. Il n'était que 3 heures. Alors elle pleura. Jamais elle n'aurait la force d'attendre 7 heures. Elle avait un balancement de tout son corps, le dandinement d'une petite fille qui berce sa grosse douleur, pliée en 2, s'écrasant l'estomac pour ne plus le sentir. Ah, il vaut mieux accoucher que d'avoir faim. Et, ne se soulageant pas, prise d'une rage, elle se leva, piétina, espérant rendormir sa faim comme un enfant qu'on promène. Pendant une demi-heure, elle se cogna aux 4 coins de la chambre vide. Puis, tout d'un coup, elle s'arrêta, les yeux fixes. Tant pis, il dirait ce qu'il dirait. Elle leur lécherait les pieds s'ils voulaient, mais elle allait emprunter 10 sous au Lorilleux. L'hiver, dans cet escalier de la maison, l'escalier des Pouilleux, c'était de continuels emprunts de 10 sous, de 20 sous, des petits services que ces meurt-de-faim se rendaient les uns aux autres. Seulement, on serait plutôt mort que de s'adresser aux Lorilleux, parce qu'on les savait trop durs à la détente. Gervaise, en allant frapper chez eux, montrait un beau courage. Elle avait si peur, dans le corridor, qu'elle éprouva ce brusque soulagement des gens qui sonnent chez les dentistes. « Entrez !» cria la voix aigre du chêniste. Comme il faisait bon, là-dedans. La forge flambait, allumait l'étroit atelier de sa flamme blanche, pendant que madame Lorilleux mettait à recuire une pelote de fil d'or. Lorilleux, devant son établi, suait, tant il avait chaud, en train de souder des maillons au chalumeau. Et ça sentait bon. Une soupe aux choux mijotait sur le poêle, exhalant une vapeur qui retournait le cœur de Gervaise et la faisait s'évanouir. « Ah, c'est vous ?» grogna madame Lorilleux, sans lui dire seulement de s'asseoir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Gervaise ne répondit pas. Elle n'était pas trop mal avec les Lorilleux cette semaine-là, mais la demande des 10 sous lui restait dans la gorge, parce qu'elle venait d'apercevoir Boche, carrément assis près du poêle, en train de faire des cancans. Il avait un air de se ficher du monde, cet animal. Il riait comme un cul, le trou de la bouche arrondi et les joues tellement bouffies qu'elle lui cachait le nez. Un vrai cul, enfin. « Qu'est-ce que vous voulez ?» répéta Lorilleux. « Vous n'avez pas vu Coupeau ?» finit par balbutier Gervaise. « Je le croyais ici. » Les chénistes et le concierge ricanèrent. Non, bien sûr, il n'avait pas vu Coupeau. Il n'offrait pas assez de petits verres pour voir Coupeau comme ça. Gervaise fit un effort et reprit en bégayant.
c'est qu'il m'avait promis de rentrer. Oui, il doit m'apporter de l'argent. Et comme j'ai absolument besoin de quelque chose, un gros silence régna. Madame Lorilleux éventait rudement le feu de la forge. Lorilleux avait baissé le nez sur le bout de chêne qui s'allongeait entre ses doigts, tandis que Boche gardait son rire de pleine lune, le trou de la bouche si rond qu'on éprouvait l'envie d'y fourrer le doigt pour voir. « Si j'avais seulement 10 sous, murmura Gervaise à voix basse. Le silence continua. « Vous ne pourriez pas me prêter 10 sous ? Oh, je vous les rendrai ce soir. » Madame Lorilleux se tourna et la regarda fixement. En voilà une peloteuse qui venait les empaumer. Aujourd'hui, elle les tapait de 10 sous, demain, ce serait de 20, et il n'y avait plus de raison pour s'arrêter. Non, non, pas de ça. Mardi, s'il fait chaud. « Mais, ma chère, cria-t-elle, vous savez bien que nous n'avons pas d'argent. Tenez, voilà la doublure de ma poche. Vous pouvez nous fouiller. Ce serait de bon cœur, naturellement. » « Le cœur y est toujours, » grogna Lorilleux. « Seulement, quand on ne peut pas, on ne peut pas. » Gervaise, très humble, les approuvait de la tête. Cependant, elle ne s'en allait pas. Elle guignait l'or du coin de l'œil. Les liasses d'or pendues au mur. Le fil d'or que la femme tirait à la filière de toute la force de ses petits bras. Les maillons d'or en tas sous les doigts noueux du mari. Et elle pensait qu'un bout de ce vilain métal noirâtre aurait suffi pour se payer un bon dîner. Ce jour-là, l'atelier avait beau être sale, avec ses vieux fers, sa poussière de charbon, sa crasse des huiles mal essuyées, elle le voyait resplendissant de richesse, comme la boutique d'un changeur. Aussi se risqua-t-elle à répéter, doucement, « Je vous les rendrai, bien sûr. 10 sous, ça ne vous gênerait pas. » Elle avait le cœur tout gonflé, en ne voulant pas avouer qu'elle se brossait le ventre depuis la veille. Puis, elle sentit ses jambes qui se cassaient. Elle eut peur de fondre en larmes, bégayant encore. « Vous seriez si gentil. Vous ne pouvez pas savoir. Oui, j'en suis là, mon Dieu, j'en suis là. » Alors, les Lorilleux pincèrent les lèvres et échangèrent un mince regard. La Banban mendiait, à cette heure. Eh bien, le plongeon était complet. C'est eux qui n'aimaient pas ça. S'ils avaient su, ils se seraient barricadés, parce qu'on doit toujours être sur l'œil avec les mendiants. Des gens qui s'introduisent dans les appartements sous des prétextes et qui filent en déménageant les objets précieux. D'autant plus que, chez eux, il y avait de quoi voler. On pouvait envoyer les doigts partout et en emporter des 30 et des 40 francs, rien qu'en fermant le poing. Déjà, plusieurs fois, il s'était méfié, en remarquant la drôle de figure de Gervaise quand elle se plantait devant l'or. Cette fois, par exemple, ils allaient la surveiller. Et comme elle s'approchait davantage, les pieds sur la claie de bois, le chaîniste lui cria rudement, sans répondre davantage à sa demande. « Dites donc, faites un peu attention, vous allez encore emporter des brins d'or à vos semelles. Vrai, on dirait que vous avez là-dessous de la graisse pour que ça colle. » Gervaise, lentement, recula. Elle s'était appuyée un instant à une étagère et, voyant madame Lorilleux lui examiner les mains, elle les ouvrit toutes grandes, les montra, disant de sa voix molle, sans se fâcher, en femme tombée qui accepte tout. « Je n'ai rien pris. Vous pouvez regarder. » Et elle s'en alla, parce que l'odeur forte de la soupe aux choux et la bonne chaleur de l'atelier la rendaient trop malade. Ah, pour le coup, les Lorilleux ne la retinrent pas. Bon voyage, du diable s'il lui ouvrait encore. Ils avaient assez vu sa figure. Ils ne voulaient pas, chez eux, de la misère des autres, quand cette misère était méritée. Et ils se laissèrent aller à une grosse jouissance d'égoïsme, en se trouvant calés, bien au chaud, avec la perspective d'une fameuse soupe. Boche aussi s'étalait, enflant encore ses joues, si bien que son rire devenait malpropre. Ils se trouvaient tous joliment vengés des anciennes manières de la Banban,
de la boutique bleue, des gueuletons et du reste. C'était trop réussi. Ça prouvait où conduisait l'amour de la frigousse. Au rencard, les gourmandes, les paresseuses et les dévergondées. « Que ça de genre! Ça vient quémander des 10 sous !» s'écria madame Lorilleux derrière le dos de Gervaise. « Oui, je t'en fiche. Je vas lui prêter 10 sous tout de suite pour qu'elle aille boire la goutte. » Gervaise traîna ses savates dans le corridor, alourdie, pliant les épaules. Quand elle fut à sa porte, elle n'entra pas. Sa chambre lui faisait peur. Autant marcher. Elle aurait plus chaud et prendrait patience. En passant, elle allongea le cou dans la niche du père Bru, sous l'escalier. Encore un, celui-là, qui devait avoir un bel appétit, car il déjeunait et dînait par cœur depuis 3 jours. Mais il n'était pas là, il n'y avait que son trou, et elle éprouva une jalousie en s'imaginant qu'on pouvait l'avoir invité quelque part. Puis, comme elle arrivait devant les Bijards, elle entendit des plaintes. Elle entra, la clé étant toujours sur la serrure. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» demanda-t-elle. La chambre était très propre. On voyait bien que Laly avait, le matin encore, balayé et rangé les affaires. La misère avait beau souffler là-dedans, emporter les frusques, étaler sa ribambelle d'ordures, Laly venait derrière et récurait tout et donnait aux choses un air gentil. Si ce n'était pas riche, ça sentait bon la ménagère chez elle. Ce jour-là, ses 2 enfants, Henriette et Jules, avaient trouvé de vieilles images qu'ils découpaient tranquillement dans un coin. Mais Gervaise fut toute surprise de trouver Laly couchée sur son étroit lit de sangle, le drap au menton, très pâle. Elle, couchée, par exemple, elle était donc bien malade. « Qu'est-ce que vous avez ?» répéta Gervaise inquiète. Laly ne se plaignait plus. Elle souleva lentement ses paupières blanches et voulut sourire de ses lèvres qu'un frisson convulsait. « Je n'ai rien, » souffla-t-elle, très bas. « Oh, bien vrai, rien du tout. » Puis, les yeux refermés, avec un effort, « J'étais trop fatiguée tous ces jours-ci, alors je fiche la paresse, je me dorlote, vous voyez ?» Mais son visage de gamine, marbré de taches livides, prenait une telle expression de douleur suprême que Gervaise, oubliant sa propre agonie, joignit les mains et tomba à genoux près d'elle. Depuis 1 mois, elle la voyait se tenir au mur pour marcher, pliée en 2 par une toux qui sonnait joliment le sapin. La petite ne pouvait même plus tousser. Elle eut un hoquet, des filets de sang coulèrent au coin de sa bouche. « Ce n'est pas ma faute. Je ne me sens guère forte, » murmura-t-elle comme soulagée. « Je me suis traînée, j'ai mis un peu d'ordre. C'est assez propre, n'est-ce pas? Et je voulais nettoyer les vitres, mais les jambes m'ont manqué. Est-ce bête? Enfin, quand on a fini, on se couche. » Elle s'interrompit pour dire « Voyez donc si mes enfants ne se coupent pas avec leurs ciseaux. » Et elle se tut, tremblante, écoutant un pas lourd qui montait l'escalier. Brutalement, le père Bijard poussa la porte. Il avait son coup de bouteille comme à l'ordinaire, les yeux flambants de la folie furieuse du vitriol. Quand il aperçut Laly couchée, il tapa sur ses cuisses avec un ricanement. Il décrocha le grand fouet en grognant. « Ah, nom de Dieu, c'est trop fort, nous allons rire. Les vaches se mettent à la paille en plein midi. Maintenant, est-ce que tu te moques des paroissiens, sacrée fainéante? Allons, houp, des canillons. » Il faisait déjà claquer le fouet au-dessus du lit. Mais l'enfant, suppliante, répétait « Non, papa, je t'en prie, ne frappe pas. Je te jure que tu aurais du chagrin. Ne frappe pas. »« Veux-tu sauter ?» gueula-t-il plus fort. « Ou je te chatouille les côtes. Veux-tu sauter, bougre de rosse ?» Alors, elle dit doucement « Je ne puis pas, comprends-tu? Je vais mourir. » Gervaise s'était jetée sur Bijard et lui arrachait le fouet. Lui, hébété,
restait devant le lit de sangle. Qu'est-ce qu'elle chantait là, cette morveuse? Est-ce qu'on meurt si jeune, quand on n'a pas été malade? Quelques frimes pour se faire donner du sucre. Ah, il allait se renseigner. Et si elle mentait? Tu verras, c'est la vérité, continuait-elle. Tant que j'ai pu, je vous ai évité de la peine. Sois gentil, à cette heure, et dis-moi adieu, papa. Bijard tortillait son nez, de peur d'être mis dedans. C'était pourtant vrai qu'elle avait une drôle de figure, une figure allongée et sérieuse de grande personne. Le souffle de la mort, qui passait dans la chambre, le dessoulait. Il promena un regard autour de lui, de l'air d'un homme tiré d'un long sommeil. Vit le ménage en ordre, les 2 enfants débarbouillés, en train de jouer et de rire. Et il tomba sur une chaise, balbutiant. Notre petite mère, notre petite mère. Il ne trouvait que ça, et c'était déjà bien tendre pour Laly, qui n'avait jamais été tant gâtée. Elle consola son père. Elle était surtout ennuyée de s'en aller ainsi, avant d'avoir élevé tout à fait ses enfants. Il en prendrait soin, n'est-ce pas? Elle lui donna de sa voix mourante des détails sur la façon de les arranger, de les tenir propres. Lui, abruti, repris par les fumées de l'ivresse, roulait la tête en la regardant passer de ses yeux ronds. Ça remuait en lui toutes sortes de choses, mais il ne trouvait plus rien et avait la couenne trop brûlée pour pleurer. « Écoute encore, » reprit Laly après un silence. « Nous devons 4 francs 7 sous au boulanger. Il faudra payer ça. Madame Gaudron a un fer à nous que tu lui réclameras. Ce soir, je n'ai pas pu faire de la soupe, mais il reste du pain et tu mettras chauffer les pommes de terre. » Jusqu'à son dernier râle, ce pauvre chat restait la petite mère de tout son monde. En voilà une qu'on ne remplacerait pas, bien sûr. Elle mourait d'avoir eu à son âge la raison d'une vraie mère, la poitrine encore trop tendre et trop étroite pour contenir une aussi large maternité. Et, s'il perdait ce trésor, c'était bien la faute de sa bête féroce de père. Après avoir tué la maman d'un coup de pied, est-ce qu'il ne venait pas de massacrer la fille? Les 2 bons anges seraient dans la fosse, et lui n'aurait plus qu'à crever comme un chien au coin d'une borne. Gervaise, cependant, se retenait pour ne pas éclater en sanglots. Elle tendait les mains avec le désir de soulager l'enfant, et, comme le lambeau de drap glissait, elle voulut le rabattre et arranger le lit. Alors, le pauvre petit corps de la mourante apparut. Ah, Seigneur, quelle misère et quelle pitié! Les pierres auraient pleuré. Laly était toute nue, un reste de camisole aux épaules en guise de chemise. Oui, toute nue, et d'une nudité saignante et douloureuse de martyr. Elle n'avait plus de chair, les os trouaient la peau. Sur les côtes, de minces zébrures violettes descendaient jusqu'aux cuisses, les cinglements du fouet imprimés là tout vifs. Une tache livide cerclait le bras gauche, comme si la mâchoire d'un étau avait broyé ce membre si tendre, pas plus gros qu'une allumette. La jambe droite montrait une déchirure mal fermée, quelques mauvais coups rouverts chaque matin entre autant pour faire le ménage. Des pieds à la tête, elle n'était qu'un noir. Oh, ce massacre de l'enfance, ces lourdes pattes d'homme écrasant cet amour de Kiki, cette abomination de tant de faiblesse râlant sous une pareille croix. On adore dans les églises des saintes fouettées dont la nudité est moins pure. Gervaise, de nouveau, s'était accroupie, ne songeant plus à tirer le drap, renversée par la vue de ce rien du tout pitoyable, aplatie au fond du lit, et ses lèvres tremblantes cherchaient des prières. « Madame Coupeau, » murmura la petite, « je vous en prie. » De ses bras trop courts, elle cherchait à rabattre le drap, toute pudique, prise de honte pour son père. Bijard, stupide,
les yeux sur ce cadavre qu'il avait fait, roulait toujours la tête, du mouvement ralenti d'un animal qui a de l'embêtement. Et quand elle eut recouvert Laly, Gervaise ne put rester là davantage. La mourante s'affaiblissait, ne parlant plus, n'ayant plus que son regard, son ancien regard noir de petite fille résignée et songeuse, qu'elle fixait sur ses 2 enfants, en train de découper leurs images. La chambre s'emplissait d'ombre. Bijard cuvait sa bordée dans l'hébétement de cette agonie. Non, non, la vie était trop abominable. Ah, quelle sale chose! Ah, quelle sale chose! Et Gervaise partit, descendit l'escalier, sans savoir, la tête perdue, si gonflée d'emmerdement qu'elle se serait volontiers allongée sous les roues d'un omnibus pour en finir. Tout en courant, en bougonnant contre le sacré sort, elle se trouva devant la porte du patron où Coupeau prétendait travailler. Ses jambes l'avaient conduite là, son estomac reprenait sa chanson, la complainte de la faim en 90 couplets, une complainte qu'elle savait par cœur. De cette manière, si elle pinçait Coupeau à la sortie, elle mettrait la main sur la monnaie, elle achèterait les provisions. Une petite heure d'attente au plus, elle avalerait bien encore ça, elle qui se suçait les pouces depuis la veille. C'était rue de la Charbonnière, à l'angle de la rue de Chartres, un fichu carrefour dans lequel le vent jouait aux 4 coins. Nom d'un chien, il ne faisait pas chaud à arpenter le pavé. Encore, si l'on avait eu des fourrures, le ciel restait d'une vilaine couleur de plomb, et la neige, amassée là-haut, coiffait le quartier d'une calotte de glace. Rien ne tombait, mais il y avait un gros silence en l'air qui apprêtait pour Paris un déguisement complet, une jolie robe de bal, blanche et neuve. Gervaise levait le nez, en priant le bon Dieu de ne pas lâcher sa mousseline tout de suite. Elle tapait des pieds, regardait une boutique d'épicier en face. Puis tournait les talons, parce que c'était inutile de se donner trop faim à l'avance. Le carrefour n'offrait pas de distraction. Les quelques passants filaient raides, entortillés dans des cache-nez. Car, naturellement, on ne flâne pas quand le froid vous serre les fesses. Cependant, Gervaise aperçut 4 ou 5 femmes qui montaient la garde comme elle, à la porte du maître zingueur. Encore des malheureuses, bien sûr, des épouses guettant la paix, pour l'empêcher de s'envoler chez le marchand de vin. Il y avait une grande haridelle, une figure de gendarme, collée contre le mur, prête à sauter sur le dos de son homme. Une petite, toute noire, l'air humble et délicat, se promenait de l'autre côté de la chaussée. Une autre, empotée, avait amené ses 2 mioches qu'elle traînait à droite et à gauche, grelottant et pleurant. Et toutes, Gervaise comme ses camarades de faction, passaient et repassaient, en se jetant des coups d'œil obliques, sans se parler. Une agréable rencontre, ah oui, je t'en fiche. Elle n'avait pas besoin de lier connaissance pour connaître leur numéro. Elles logeaient toutes à la même enseigne, chez Misère et compagnie. Ça donnait plus froid encore de les voir piétiner et se croiser silencieusement dans cette terrible température de janvier. Pourtant, pas un chat ne sortait de chez le patron. Enfin, un ouvrier parut, puis 2, puis 3. Mais ceux-là, sans doute, étaient de bons zigues, qui rapportaient fidèlement leur prêt, car ils eurent un hochement de tête en apercevant les ombres rôdant devant l'atelier. La grande haridelle se collait davantage à côté de la porte, et, tout d'un coup, elle tomba sur un petit homme palot en train d'allonger prudemment la tête. Oh, ce fut vite réglé. Elle le fouilla, lui ratissa la monnaie. Pincé, plus de braise, pas de quoi boire une goutte. Alors, le petit homme, vexé et désespéré, suivit son gendarme en pleurant de grosses larmes d'enfant. Des ouvriers sortaient toujours, et comme la forte commère, avec ses 2 mioches, s'était approchée, un grand brun, l'air roublard, qui l'aperçut, rentra vivement pour prévenir le mari. Lorsque celui-ci arriva en se dandinant, il avait étouffé 2 roues de derrière, 2 belles pièces de 100 sous neuves, une dans chaque soulier. Il prit l'un de ses gosses sur son bras, il s'en alla en contant des craques à sa bourgeoise qui le querellait. Il y en avait des rigolos, sautant d'un bond dans la rue, pressés de courir béquiller leur quinzaine avec les amis. Il y en avait aussi de lugubres, la mine rafalée,
serrant dans leurs poings crispés les 3 ou 4 journées sur 15 qu'ils avaient faites, se traitant de feignants et faisant des serments d'ivrogne. Mais le plus triste, c'était la douleur de la petite femme noire, humble et délicate. Son homme, un beau garçon, venait de se cavaler sous son nez, si brutalement qu'il avait failli la jeter par terre. Et elle rentrait seule, chancelant le long des boutiques, pleurant toutes les larmes de son corps. Enfin, le défilé avait cessé. Gervaise, droite au milieu de la rue, regardait la porte. Ça commençait à sentir mauvais. 2 ouvriers attardés se montrèrent encore, mais toujours pas de Coupeau. Et, comme elle demandait aux ouvriers si Coupeau n'allait pas sortir, eux qui étaient à la couleur, lui répondirent en blaguant que le camarade venait tout juste de filer avec l'antimèche par une porte de derrière, pour mener les poules pissées. Gervaise comprit. Encore une menterie de Coupeau. Elle pouvait aller voir s'il pleuvait. Alors, lentement, traînant sa paire de ripatons éculés, elle descendit la rue de la Charbonnière. Son dîner courait joliment devant elle, et elle le regardait courir, dans le crépuscule jaune, avec un petit frisson. Cette fois, c'était fini. Pas un fifrelin, plus un espoir, plus que de la nuit et de la faim. Ah, une belle nuit de crevaison, cette nuit sale qui tombait sur ses épaules. Elle montait lourdement la rue des Poissonniers lorsqu'elle entendit la voix de Coupeau. Oui, il était là, à la petite Civette, en train de se faire payer une tournée par Mes-Bottes. Ce farceur de Mes-Bottes, vers la fin de l'été, avait eu le truc d'épouser pour de vrai une dame, très décatie déjà, mais qui possédait de beaux restes. Oh, une dame de la rue des Martyrs, pas de la gnognotte de Barrière. Et il fallait voir cet heureux mortel, vivant en bourgeois, les mains dans les poches, bien vêtu, bien nourri. On ne le reconnaissait plus, tellement il était gras. Les camarades disaient que sa femme avait de l'ouvrage tant qu'elle voulait chez des messieurs de sa connaissance. Une femme comme ça, et une maison de campagne, c'est tout ce qu'on peut désirer pour embellir la vie. Aussi, Coupeau guignait-il Mes-Bottes avec admiration. Est-ce que le Lascar n'avait pas jusqu'à une bague d'or au petit doigt ? Gervaise posa la main sur l'épaule de Coupeau, au moment où il sortait de la petite Civette. « Dis donc, j'attends, moi. J'ai faim. C'est tout ce que tu paies ?» Mais il lui riva son clou de la belle façon. « T'as faim ? Mange ton poing, et garde l'autre pour demain. » C'est lui qui trouvait ça pas ta gueule de jouer le drame devant le monde. Eh bien, quoi, il n'avait pas travaillé, les boulangers pétrissaient tout de même. Elle le prenait peut-être pour un dépuceleur de nourrice, à venir l'intimider avec ses histoires. « Tu veux donc que je vole ?» murmura-t-elle d'une voix sourde. Mes-Bottes se caressait le menton d'un air conciliant. « Non, ça c'est défendu, dit-il. Mais quand une femme sait se retourner... » Et Coupeau l'interrompit pour crier « Bravo !» Oui, une femme devait savoir se retourner. Mais la sienne avait toujours été une guimbarde, un tas. Ce serait sa faute s'il crevait sur la paille. Puis il retomba dans son admiration devant Mes-Bottes. Était-il assez suifard, l'animal, un vrai propriétaire, du linge blanc et des escarpins un peu chouettes. Fichtre, ce n'était pas de la ripopée. En voilà un, au moins, dont la bourgeoise menait bien la barque. Les 2 hommes descendaient vers le boulevard extérieur. Gervaise les suivait. Au bout d'un silence, elle reprit, derrière Coupeau. « J'ai faim, tu sais. J'ai compté sur toi. Faut me trouver quelque chose à claquer. » Il ne répondit pas, et elle répéta sur un ton navrant d'agonie. « Alors, c'est tout ce que tu payes ?»« Mais, nom de Dieu, puisque je n'ai rien !» gueula-t-il en se retournant furieusement. « Lâche-moi, n'est-ce pas, ou je cogne !» Il levait déjà le poing. Elle recula et parut prendre une décision. « Va, je te laisse. Je trouverai bien un homme. » Du coup, le zingueur rigola. Il affectait de prendre la chose en blague. Il la poussait sans en avoir l'air. Par exemple, c'était une riche idée. Le soir, aux lumières, elle pouvait encore faire des conquêtes. Si elle levait un homme, il lui recommandait le restaurant du Capucin, où il y avait des petits cabinets dans lesquels on mangeait parfaitement. Et, comme elle s'en allait, sur le boulevard extérieur,
blême et farouche, il lui cria encore. « Écoute donc, rapporte-moi du dessert, moi j'aime les gâteaux. Et si ton monsieur est bien nippé, demande-lui un vieux paletot, j'en ferai mon beurre. » Gervaise, poursuivie par ce bagout infernal, marchait vite. Puis elle se trouva seule au milieu de la foule. Elle ralentit le pas. Elle était bien résolue. Entre voler et faire ça, elle aimait mieux faire ça, parce qu'au moins elle ne causerait du tort à personne. Elle n'allait jamais disposer que de son bien. Sans doute ce n'était guère propre. Mais le propre et le pas propre se brouillaient dans sa caboche, à cette heure. Quand on crève de faim, on ne cause pas tant philosophie, on mange le pain qui se présente. Elle était remontée jusqu'à la chaussée Clignancourt. La nuit n'en finissait plus d'arriver. Alors, en attendant, elle suivit les boulevards, comme une dame qui prend l'air avant de rentrer pour la soupe. Ce quartier où elle éprouvait une honte, tant il embellissait, s'ouvrait maintenant de toutes parts au grand air. Le boulevard Magenta, montant du cœur de Paris, et le boulevard Ornano, s'en allant dans la campagne, l'avaient troué à l'ancienne barrière. Un fier abatis de maisons, 2 vastes avenues encore blanches de plâtre, qui gardaient à leur flanc les rues du faubourg Poissonnière et des Poissonniers, dont les bouts s'enfonçaient, écornés, mutilés, tordus comme des boyaux sombres. Depuis longtemps, la démolition du mur de l'octroi avait déjà élargi les boulevards extérieurs, avec les chaussées latérales et le terre-plein au milieu pour les piétons, plantés de 4 rangées de petits platanes. C'était un carrefour immense débouchant au loin sur l'horizon, par des voies sans fin, grouillantes de foule, se noyant dans le chaos perdu des constructions. Mais, parmi les hautes maisons neuves, bien des masures branlantes restaient debout. Entre les façades sculptées, des enfoncements noirs se creusaient, des chenils bâillaient, étalant les loques de leurs fenêtres. Sous le luxe montant de Paris, la misère du faubourg crevait et salissait ce chantier d'une ville nouvelle, si hâtivement bâtie. Perdue dans la cohue du large trottoir, le long des petits platanes, Gervaise se sentait seule et abandonnée. Ses échappées d'avenue, tout là-bas, lui vidaient l'estomac davantage. Et dire que, parmi ce flot de monde, où il y avait pourtant des gens à leur aise, pas un chrétien ne devinait sa situation et ne lui glissait 10 sous dans la main. Oui, c'était trop grand, c'était trop beau. Sa tête tournait et ses jambes s'en allaient sous ce pan démesuré de ciel gris, tendu au-dessus d'un si vaste espace. Le crépuscule avait cette sale couleur jaune des crépuscules parisiens, une couleur qui donne envie de mourir tout de suite, tellement la vie des rues semble laide. L'heure devenait louche, des lointains se brouillaient d'une teinte boueuse. Gervaise, déjà lasse, tombait justement en plein dans la rentrée des ouvriers. À cette heure, les dames en chapeau, les messieurs bien mis, habitant les maisons neuves, étaient noyés au milieu du peuple. Des processions d'hommes et de femmes encore blêmes de l'air vicié des ateliers. Le boulevard Magenta et la rue du faubourg Poissonnière en lâchaient des bandes, essoufflées de la montée. Dans le roulement plus assourdi des omnibus et des fiacres, parmi les haquets, les tapissières, les fardiers, qui rentraient vides et au galop, un pullulement toujours croissant de blouses et de bourgerons couvrait la chaussée. Les commissionnaires revenaient, leurs crochets sur les épaules. 2 ouvriers, allongeant le pas, faisaient côte à côte de grandes enjambées, en parlant très fort, avec des gestes, sans se regarder. D'autres, seuls, en paletot et en casquette, marchaient au bord du trottoir, le nez baissé. D'autres venaient par 5 ou 6, se suivant et n'échangeant pas une parole, les mains dans les poches, les yeux pâles. Quelques-uns gardaient leur pipe éteinte entre les dents. Des maçons, dans un sapin qu'ils avaient frété à 4 et sur lequel dansaient leurs auges, passaient en montrant leurs faces blanches aux portières. Des peintres balançaient leurs pots à couleurs. Un zingueur rapportait une longue échelle dont il manquait d'éborgner le monde. Tandis qu'un fontainier, attardé, avec sa boîte sur le dos, jouait l'air du bon roi Dagobert dans sa petite trompette, un air de tristesse au fond du crépuscule navré. Ah, la triste musique qui semblait accompagner le piétinement du troupeau, les bêtes de somme se traînant, éreintées. Encore une journée de finie. Vrai, les journées étaient longues et recommençaient trop souvent.
À peine le temps de s'emplir et de cuver son manger, il faisait déjà grand jour. Il fallait reprendre son collier de misère. Les gaillards pourtant sifflaient, tapant des pieds, filant raide, le bec tourné vers la soupe. Et Gervaise laissait couler la cohue, indifférente au choc, coudoyée à droite, coudoyée à gauche, roulée au milieu du flot. Car les hommes n'ont pas le temps de se montrer galants quand ils sont cassés en deux de fatigue et galopés par la faim. Brusquement, en levant les yeux, la blanchisseuse aperçut devant elle l'ancien hôtel Boncoeur. La petite maison, après avoir été un café suspect que la police avait fermé, se trouvait abandonnée, les volets couverts d'affiches. La lanterne cassée, s'émiettant et se pourrissant du haut en bas sous la pluie, avec les moisissures de son ignoble badigeon lit de vin. Et rien ne paraissait changer autour d'elle. Le papetier et le marchand de tabac étaient toujours là. Derrière, par-dessus les constructions basses, on apercevait encore des façades lépreuses de maisons à 5 étages, haussant leurs grandes silhouettes délabrées. Seul, le bal du grand balcon n'existait plus. Dans la salle aux 10 fenêtres flambantes venait de s'établir une scierie de sucre, dont on entendait les sifflements continus. C'était pourtant là, au fond de ce bouge de l'hôtel Boncoeur, que toute la sacrée vie avait commencé. Elle restait debout, regardant la fenêtre du premier, où une persienne arrachée pendait, et elle se rappelait sa jeunesse avec Lantier, leurs premiers attrapages, la façon dégoûtante dont il l'avait lâchée. N'importe, elle était jeune, tout ça lui semblait gai, vu de loin. 20 ans seulement, mon Dieu, et elle tombait au trottoir. Alors, la vue de l'hôtel lui fit mal. Elle remonta le boulevard, du côté de Montmartre. Sur les tas de sable, entre les bancs, des gamins jouaient encore, dans la nuit croissante. Le défilé continuait, les ouvrières passaient, trottant, se dépêchant, pour rattraper le temps perdu aux étalages. Une grande, arrêtée, laissait sa main dans celle d'un garçon qui l'accompagnait à 3 portes de chez elle. D'autres, en se quittant, se donnaient des rendez-vous pour la nuit, au grand salon de la Folie ou à la Boule Noire. Au milieu des groupes, des ouvriers à façon s'en retournaient, leurs toilettes pliées sous le bras. Un fumiste, attelé à des bricoles, tirant une voiture remplie de gravats, manquait de se faire écraser par un omnibus. Cependant, parmi la foule plus rare, couraient des femmes en cheveux, redescendues après avoir allumé le feu et se hâtant pour le dîner. Elles bousculaient le monde, se jetaient chez les boulangers et les charcutiers, repartaient s'entraîner avec des provisions dans les mains. Il y avait des petites filles de 8 ans envoyées en commission qui s'en allaient le long des boutiques, serrant sur leur poitrine de grands pains de 4 livres aussi hauts qu'elles, pareils à de belles poupées jaunes, et qui s'oubliaient pendant des 5 minutes devant des images, la joue appuyée contre leurs grands pains. Puis, le flot s'épuisait, les groupes s'espaçaient, le travail était rentré. Et, dans les flamboiements du gaz, après la journée finie, montait la sourde revanche des paresses et des noces qui s'éveillaient. Ah oui, Gervaise avait fini sa journée. Elle était plus éreintée que tout ce peuple de travailleurs dont le passage venait de la secouer. Elle pouvait se coucher là et crever, car le travail ne voulait plus d'elle, et elle avait assez peiné dans son existence pour dire « À qui le tour ? Moi, j'en ai ma claque. » Tout le monde mangeait à cette heure. C'était bien la fin, le soleil avait soufflé sa chandelle, la nuit serait longue. Mon Dieu, s'étendre à son aise et ne plus se relever, penser qu'on a remisé ses outils pour toujours et qu'on fera la vache éternellement. Voilà qui est bon, après s'être esquinté pendant 20 ans. Et Gervaise, dans les crampes qui lui tordaient l'estomac, pensait malgré elle aux jours de fête, aux gueuletons et aux rigolades de sa vie. Une fois surtout, par un froid de chien, un jeudi de la mi-carême, elle avait joliment nocé. Elle était bien gentille, blonde et fraîche en ce temps-là. Son lavoir, rue Neuve, l'avait nommée reine, malgré sa jambe. Alors on s'était baladé sur les boulevards, dans des chars ornés de verdure, au milieu du beau monde qui la reluquait joliment. Des messieurs mettaient leur lorgnon comme pour une vraie reine. Puis, le soir, on avait fichu un Balthazar à tout casser,
et jusqu'au jour on avait joué des guiboles. Reine, oui, reine, avec une couronne et une écharpe, pendant 24 heures, 2 fois le tour du cadran. Et alourdie, dans les tortures de sa faim, elle regardait par terre, comme si elle eût cherché le ruisseau où elle avait laissé choir sa majesté tomber. Elle leva de nouveau les yeux. Elle se trouvait en face des abattoirs qu'on démolissait. La façade éventrée montrait des cours sombres, puantes, encore humides de sang. Et lorsqu'elle eut redescendu le boulevard, elle vit aussi l'hôpital de Lariboisière, avec son grand mur gris, au-dessus duquel se dépliaient en éventail les ailes mornes, percées de fenêtres régulières. Une porte, dans la muraille, terrifiait le quartier, la porte des morts, dont le chêne solide, sans une fissure, avait la sévérité et le silence d'une pierre tombale. Alors, pour s'échapper, elle poussa plus loin. Elle descendit jusqu'au pont du chemin de fer. Les hauts parapets de fortes tôles boulonnées lui masquaient la voie. Elle distinguait seulement, sur l'horizon lumineux de Paris, l'angle élargi de la gare, une vaste toiture, noire de la poussière du charbon. Elle entendait, dans ce vaste espace clair, des sifflets de locomotives, les secousses rythmées des plaques tournantes, toute une activité colossale et cachée. Puis, un train passa, sortant de Paris, arrivant avec l'essoufflement de son haleine et son roulement peu à peu enflé. Et elle n'aperçut de ce train qu'un panache blanc, une brusque bouffée qui déborda du parapet et se perdit. Mais le pont avait tremblé, elle-même restait dans le branle de ce départ à toute vapeur. Elle se tourna, comme pour suivre la locomotive invisible, dont le grondement se mourait. De ce côté, elle devinait la campagne, le ciel libre, au fond d'une trouée, avec de hautes maisons à droite et à gauche, isolées, plantées sans ordre, présentant des façades, des murs non crépis, des murs peints de réclames géantes, salis de la même teinte jaunâtre par la suie des machines. Oh, si elle avait pu partir ainsi, s'en aller là-bas, en dehors de ces maisons de misère et de souffrance, peut-être aurait-elle recommencé à vivre. Puis, elle se retrouva lisant stupidement les affiches collées contre la tôle. Il y en avait de toutes les couleurs. Une, petite, d'un joli bleu, promettait 50 francs de récompense pour une chienne perdue. Voilà une bête qui avait dû être aimée. Gervaise reprit lentement sa marche. Dans le brouillard d'ombre fumeuse qui tombait, les becs de gaz s'allumaient. Et, ces longues avenues, peu à peu noyées et devenues noires, reparaissaient toutes brasillantes, s'allongeant encore et coupant la nuit jusqu'aux ténèbres perdues de l'horizon. Un grand souffle passait. Le quartier élargi enfonçait des cordons de petites flammes sous le ciel immense et sans lune. C'était l'heure où d'un bout à l'autre des boulevards, les marchands de vin, les bastringues, les bousingots, à la file, flambaient gaiement dans la rigolade des premières tournées et du premier chahut. La paye de grandes quinzaines emplissait le trottoir d'une bousculade de goût à peur tirant une bordée. Ça sentait dans l'air la noce, une sacrée noce, mais gentille encore, un commencement d'allumage, rien de plus. On s'empiffrait au fond des gargotes. Par toutes les vitres éclairées, on voyait des gens manger, la bouche pleine, riant sans même prendre la peine d'avaler. Chez les marchands de vin, des pochards s'installaient déjà, gueulant et gesticulant. Et un bruit de tonnerre de Dieu montait, des voix glapissantes, des voix grasses, au milieu du continuel roulement des pieds sur le trottoir. « Dis donc, viens-tu becqueter ? Arrive, clampin, je paye un canon de la bouteille. Tiens, v'là Pauline. Ah bien, non, on va rien se tordre. » Les portes battaient, lâchant des odeurs de vin et des bouffées de cornets à piston. On faisait queue devant l'assommoir du père Colombe, allumé comme une cathédrale pour une grand-messe. Et, nom de Dieu, on aurait dit une vraie cérémonie, car les bons zigues chantaient là-dedans avec des mines de chantres au lutrin,
les joues enflées, le bedon arrondi. On célébrait la sainte touche, quoi. Une sainte bien aimable, qui doit tenir la caisse au paradis. Seulement, à voir avec quel entrain ça débutait, les petits rentiers, promenant leurs épouses, répétaient en hochant la tête qu'il y aurait bigrement des hommes saouls dans Paris, cette nuit-là. Et la nuit était très sombre, morte et glacée, au-dessus de ce bousin, troué uniquement par les lignes de feu des boulevards aux quatre points du ciel. Plantée devant l'assommoir, Gervaise songeait. Si elle avait eu 2 sous, elle serait entrée boire la goutte. Peut-être qu'une goutte lui aurait coupé la faim. Ah, elle en avait bu, des gouttes. Ça lui semblait bien bon tout de même. Et, de loin, elle contemplait la machine à saouler, en sentant que son malheur venait de là, et en faisant le rêve de s'achever avec de l'eau-de-vie, le jour où elle aurait de quoi. Mais un frisson lui passa dans les cheveux. Elle vit que la nuit était noire. Allons, la bonne heure arrivait. C'était l'instant d'avoir du cœur et de se montrer gentille, si elle ne voulait pas crever au milieu de l'allégresse générale. D'autant plus que de voir les autres baffer ne lui remplissait pas précisément le ventre. Elle ralentit encore le pas, regarda autour d'elle. Sous les arbres traînait une ombre plus épaisse. Il passait peu de monde, des gens pressés, traversant vivement le boulevard. Et, sur ce large trottoir sombre et désert, où venaient mourir les gaietés des chaussées voisines, des femmes, debout, attendaient. Elle restait de longs moments immobiles, patiente, raidie comme les petits platanes maigres. Puis, lentement, elle se mouvait, traînait leurs savates sur le sol glacé, faisait 10 pas et s'arrêtait de nouveau, collée à la terre. Il y en avait une, au tronc énorme, avec des jambes et des bras d'insectes, débordante et roulante, dans une guenille de soie noire, coiffée d'un foulard jaune. Il y en avait une autre, grande, sèche, en cheveux, qui avait un tablier de bonne. Et d'autres encore, des vieilles replâtrées, des jeunes très sales, si minables, qu'un chiffonnier ne les aurait pas ramassées. Gervaise, pourtant, tâchait d'apprendre, en faisant comme elle. Une émotion de petite fille la serrait à la gorge. Elle ne sentait pas si elle avait honte. Elle agissait dans un vilain rêve. Pendant un quart d'heure, elle se tint toute droite. Des hommes filaient, sans tourner la tête. Alors, elle se remua à son tour. Elle osa accoster un homme qui sifflait, les mains dans les poches. Et elle murmura d'une voix étranglée. « Monsieur, écoutez donc. » L'homme la regarda de côté et s'en alla en sifflant plus fort. Gervaise s'enhardissait, et elle s'oublia dans l'âpreté de cette chasse, le ventre creux, s'acharnant après son dîner qui courait toujours. Longtemps, elle piétina, ignorante de l'heure et du chemin. Autour d'elle, les femmes muettes et noires, sous les arbres, voyageaient, enfermaient leur marche dans le va-et-vient régulier des bêtes en cage. Elle sortait de l'ombre, avec une lenteur vague d'apparition. Elle passait dans le coup de lumière d'un bec de gaz, où leurs masques blafards nettement surgissaient. Et elle se noyait de nouveau, reprise par l'ombre, balançant la raie blanche de leurs jupons, retrouvant le charme frissonnant des ténèbres du trottoir. Des hommes se laissaient arrêter, causaient pour la blague, repartaient en rigolant. D'autres, discrets, effacés, s'éloignaient, à 10 pas derrière une femme. Il y avait de gros murmures, des querelles à voix étouffée, des marchandages furieux qui tombaient tout d'un coup à de grands silences. Et Gervaise, aussi loin qu'elle s'enfonçait, voyait s'espacer ces factions de femmes dans la nuit, comme si, d'un bout à l'autre des boulevards extérieurs, des femmes fussent plantées. Toujours, à 20 pas d'un autre, elle en apercevait une autre. La file se perdait, Paris entier était gardé. Elle, dédaignée, s'enrageait, changeait de place, allait maintenant de la chaussée de Clignancourt à la grande rue de la Chapelle. « Monsieur, écoutez donc. »
Mais les hommes passaient. Elle partait des abattoirs, dont les décombres puaient le sang. Elle donnait un regard à l'ancien hôtel Boncoeur, fermé et louche. Elle passait devant l'hôpital de Lariboisière, comptait machinalement le long des façades les fenêtres éclairées, brûlant comme des veilleuses d'agonisants, avec des lueurs pâles et tranquilles. Elle traversait le pont du chemin de fer, dans le branle des trains, grondant et déchirant l'air du cri désespéré de leurs sifflets. Oh, que la nuit faisait toutes ces choses tristes. Puis elle tournait sur ses talons, elle s'emplissait les yeux des mêmes maisons, du défilé toujours semblable de ce bout d'avenue. Et cela à 10, à 20 reprises, sans relâche, sans un repos d'une minute sur un banc. Non, personne ne voulait d'elle. Sa honte lui semblait grandir de ce dédain. Elle descendait encore vers l'hôpital, elle remontait vers les abattoirs. C'était sa promenade dernière. Des cours sanglantes où l'on assommait, aux salles blafardes où la mort raidissait les gens dans les draps de tout le monde. Sa vie avait tenu là. « Monsieur, écoutez donc !» Et, brusquement, elle aperçut son ombre par terre. Quand elle approchait d'un bec de gaz, l'ombre vague se ramassait et se précisait, une ombre énorme, trapue, grotesque tant elle était ronde. Cela s'étalait, le ventre, la gorge, les hanches, coulant et flottant ensemble. Elle louchait si fort de la jambe que, sur le sol, l'ombre faisait la culbute à chaque pas. Un vrai guignol. Puis, lorsqu'elle s'éloignait, le guignol grandissait, devenait géant, emplissait le boulevard, avec des révérences qui lui cassaient le nez contre les arbres et contre les maisons. Mon Dieu, qu'elle était drôle et effrayante. Jamais elle n'avait si bien compris son avachissement. Alors, elle ne put s'empêcher de regarder ça, attendant les becs de gaz, suivant des yeux le chahut de son ombre. Ah, elle avait là une belle gaupe qui marchait à côté d'elle. Quelle touche! Ça devait attirer les hommes tout de suite. Et elle baissait la voix, elle n'osait plus que bégayer dans le dos des passants. « Monsieur, écoutez donc. » Cependant, il devait être très tard. Ça se gâtait dans le quartier. Les gargots étaient fermés, le gaz rougissait chez les marchands de vin, d'où sortaient des voix empâtées d'ivresse. La rigolade tournait aux querelles et aux coups. Un grand diable dépenaillé gueulait « Je vas te démolir, numérote tes os !» Une fille s'était empoignée avec son amant à la porte d'un bastringue, l'appelant sale muffe et cochon malade, tandis que l'amant répétait « Et ta sœur ?» sans trouver autre chose. La saoulerie soufflait dehors un besoin de s'assommer, quelque chose de farouche qui donnait aux passants plus rares des visages pâles et convulsés. Il y eut une bataille, un soulard tomba pile, les 4 fers en l'air, pendant que son camarade, croyant lui avoir réglé son compte, fuyait en tapant ses gros souliers. Des bandes braillaient de sales chansons, de grands silences se faisaient, coupés par des hoquets et des chutes sourdes d'ivrognes. La noce de la quinzaine finissait toujours ainsi. Le vent coulait si fort depuis 6 heures qu'il allait se promener sur les trottoirs. Oh, de belles fusées, des queues de renards élargies au beau milieu du pavé, que les gens attardés et délicats étaient obligés d'enjamber pour ne pas marcher dedans. Vrai, le quartier était propre. Un étranger qui serait venu le visiter avant le balayage du matin en aurait emporté une jolie idée. Mais, à cette heure, les soulards étaient chez eux. Ils se fichaient de l'Europe. Nom de Dieu, les couteaux sortaient des poches et la petite fête s'achevait dans le sang. Des femmes marchaient vite, des hommes rôdaient avec des yeux de loup. La nuit s'épaississait, gonflée d'abominations. Gervaise allait toujours, gambillant, remontant et redescendant avec la seule pensée de marcher sans cesse. Des somnolences la prenaient. Elle s'endormait, bercée par sa jambe. Puis, elle regardait en sursaut autour d'elle, et elle s'apercevait qu'elle avait fait 100 pas sans connaissance, comme morte.
Ses pieds à dormir debout s'élargissaient dans ses savates trouées. Elle ne se sentait plus, tant elle était lasse et vide. La dernière idée nette qui l'occupa fut que sa garce de fille, au même instant, mangeait peut-être des huîtres. Ensuite, tout se brouilla. Elle resta les yeux ouverts, mais il lui fallait faire un trop grand effort pour penser. Et la seule sensation qui persistait en elle, au milieu de l'anéantissement de son être, était celle d'un froid de chien, d'un froid aigu et mortel comme jamais elle n'en avait éprouvé. Bien sûr, les morts n'ont pas si froid dans la terre. Elle souleva pesamment la tête, elle reçut au visage un cinglement glacial. C'était la neige qui se décidait enfin à tomber du ciel fumeux, une neige fine, drue, qu'un léger vent soufflait en tourbillon. Depuis 3 jours, on l'attendait. Elle tombait au bon moment. Alors, dans cette première rafale, Gervaise, réveillée, marcha plus vite. Des hommes couraient, se hâtaient de rentrer, les épaules déjà blanches. Et comme elle en voyait un qui venait lentement sous les arbres, elle s'approcha. Elle dit encore « Monsieur, écoutez donc !» L'homme s'était arrêté, mais il n'avait pas semblé entendre. Il tendait la main, il murmurait d'une voix basse « La charité, s'il vous plaît. » Tous deux se regardèrent. Ah, mon Dieu, ils en étaient là. Le père Bru mendiant, madame Coupeau faisant le trottoir. Ils demeuraient béants en face l'un de l'autre. À cette heure, ils pouvaient se donner la main. Toute la soirée, le vieil ouvrier avait rôdé, n'osant aborder le monde. Et la première personne qui l'arrêtait était une meurt-de-faim comme lui. Seigneur, n'était-ce pas une pitié ? Avoir travaillé 50 ans et mendier, s'être vue une des plus fortes blanchisseuses de la rue de la Goutte d'Or et finir au bord du ruisseau. Ils se regardaient toujours. Puis, sans rien se dire, ils s'en allèrent chacun de son côté, sous la neige qui les fouettait. C'était une vraie tempête. Sur ces hauteurs, au milieu de ces espaces largement ouverts, la neige fine tournoyait, semblait souffler à la fois des 4 points du ciel. On ne voyait pas à 10 pas, tout se noyait dans cette poussière volante. Le quartier avait disparu, le boulevard paraissait mort, comme si la rafale venait de jeter le silence de son drap blanc sur les hoquets des derniers ivrognes. Gervaise, péniblement, allait toujours, aveuglée, perdue. Elle touchait les arbres pour se retrouver. À mesure qu'elle avançait, les becs de gaz sortaient de la pâleur de l'air, pareils à des torches éteintes. Puis, tout d'un coup, lorsqu'elle traversait un carrefour, ses lueurs elles-mêmes manquaient. Elle était prise et roulée dans un tourbillon blafard, sans distinguer rien qui pût la guider. Sous elle, le sol fuyait d'une blancheur vague. Des murs gris l'enfermaient. Et, quand elle s'arrêtait, hésitante, tournant la tête, elle devinait, derrière ce voile de glace, l'immensité des avenues, les fils interminables des becs de gaz, tout cet infini noir et désert de Paris endormi. Elle était là, à la rencontre du boulevard extérieur et des boulevards de Magenta et d'Ornano, rêvant de se coucher par terre, lorsqu'elle entendit un bruit de pas. Elle courut, mais la neige lui bouchait les yeux et les pas s'éloignaient sans qu'elle pût saisir s'ils allaient à droite ou à gauche. Enfin, elle aperçut les larges épaules d'un homme, une tache sombre et dansante, s'enfonçant dans un brouillard. Oh, celui-là, elle le voulait, elle ne le lâcherait pas. Et elle courut plus fort. Elle l'atteignit, le prit par la blouse. « Monsieur, monsieur, écoutez donc !» L'homme se tourna. C'était Goujet. Voilà qu'elle raccrochait la gueule d'or, maintenant. Mais qu'avait-elle donc fait au bon Dieu pour être ainsi torturée jusqu'à la fin ? C'était le dernier coup. Se jeter dans les jambes du forgeron, être vue par lui au rang des roulures de barrière, blême et suppliante.
Et ça se passait sous un bec de gaz. Elle apercevait son ombre difforme qui avait l'air de rigoler sur la neige, comme une vraie caricature. On aurait dit une femme saoule. Mon Dieu, ne pas avoir une fichette de pain, ni une goutte de vin dans le corps, et être prise pour une femme saoule. C'était sa faute. Pourquoi se saoulait-elle ? Bien sûr, Goujet croyait qu'elle avait bu et qu'elle faisait une sale noce. Goujet, cependant, la regardait, tandis que la neige effeuillait des pâquerettes dans sa belle barbe jaune. Puis, comme elle baissait la tête en reculant, il la retint. « Venez, dit-il. » Et il marcha le premier. Elle le suivit. Tous deux traversèrent le quartier muet, filant sans bruit le long des murs. La pauvre madame Goujet était morte au mois d'octobre d'un rhumatisme aigu. Goujet habitait toujours la petite maison de la rue Neuve, sombre et seule. Ce jour-là, il s'était attardé à veiller un camarade blessé. Quand il eut ouvert la porte et allumé une lampe, il se tourna vers Gervaise, restée humblement sur le palier. Et il dit très bas, comme si sa mère avait encore pu l'entendre. « Entrez. » La première chambre, celle de madame Goujet, était conservée pieusement dans l'état où elle l'avait laissée. Près de la fenêtre, sur une chaise, le tambour se trouvait posé à côté du grand fauteuil qui semblait attendre la vieille dentelière. Le lit était fait, et elle aurait pu se coucher si elle avait quitté le cimetière pour venir passer la soirée avec son enfant. La chambre gardait un recueillement, une odeur d'honnêteté et de bonté. « Entrez !» répéta plus haut le forgeron. Elle entra, peureuse, de l'air d'une fille qui se coule dans un endroit respectable. Lui était tout pâle et tout tremblant d'introduire ainsi une femme chez sa mère morte. Ils traversèrent la pièce à pas étouffés, comme pour éviter la honte d'être entendus. Puis, quand il eut poussé Gervaise dans sa chambre, il ferma la porte. Là, il était chez lui. C'était l'étroit cabinet qu'elle connaissait, une chambre de pensionnaire, avec un petit lit de fer garni de rideaux blancs. Contre les murs, seulement, les images découpées s'étaient encore étalées et montaient jusqu'au plafond. Gervaise, dans cette pureté, n'osait avancer, se retirait, loin de la lampe. Alors, sans une parole, pris d'une rage, il voulut la saisir et l'écraser entre ses bras. Mais elle défaillait, elle murmura « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu !» Le poêle, couvert de poussière de coke, brûlait encore, et un restant de ragoût que le forgeron avait laissé au chaud, en croyant rentrer, fumait devant le cendrier. Gervaise, dégourdie par la grosse chaleur, se serait mise à quatre pattes pour manger dans le poêlon. C'était plus fort qu'elle, son estomac se déchirait, et elle se baissa, avec un soupir. Mais Goujet avait compris. Il posa le ragoût sur la table, coupa du pain, lui versa à boire. « Merci, merci, disait-elle. Oh, que vous êtes bon, merci. Elle bégayait, elle ne pouvait plus prononcer les mots. Lorsqu'elle empoigna la fourchette, elle tremblait tellement qu'elle la laissa retomber. La faim qui l'étranglait lui donnait un branle sénile de la tête. Elle dut prendre avec les doigts. À la première pomme de terre qu'elle se fourra dans la bouche, elle éclata en sanglots. De grosses larmes roulaient le long de ses joues, tombaient sur son pain. Elle mangeait toujours, elle dévorait goulûment son pain trempé de ses larmes, soufflant très fort, le menton convulsé. Goujet la força à boire pour qu'elle n'étouffât pas, et son verre eut un petit claquement entre ses dents. « Voulez-vous encore du pain ?» demandait-il à demi-voix. Elle pleurait, elle disait non, elle disait oui, elle ne savait pas. Ah, Seigneur, que cela est bon et triste de manger quand on crève. Et lui, debout en face d'elle, la contemplait. Maintenant, il la voyait bien, sous la vive clarté de l'abat-jour, comme elle était vieillie et dégommée. La chaleur fondait la neige sur ses cheveux et ses vêtements. Elle ruisselait. Sa pauvre tête branlante était toute grise, des mèches grises que le vent avait envolées.
Le cou engoncé dans les épaules, elle se tassait, laide et grosse à donner envie de pleurer. Et il se rappelait leurs amours lorsqu'elle était toute rose, tapant ses fers, montrant le pli de bébé qui lui mettait un si joli collier au cou. Il allait dans ce temps la reluquer pendant des heures, satisfait de la voir. Plus tard, elle était venue à la forge, et là, ils avaient goûté de grosses jouissances, tandis qu'il frappait sur son fer et qu'elle restait dans la danse de son marteau. Alors, que de fois il avait mordu son oreiller, la nuit, en souhaitant de la tenir ainsi dans sa chambre. Oh, il l'aurait cassée s'il l'avait prise tant il la désirait. Et elle était à lui, à cette heure, il pouvait la prendre. Elle achevait son pain, elle torchait ses larmes au fond du poêlon, ces grosses larmes silencieuses qui tombaient toujours dans son manger. Gervaise se leva. Elle avait fini. Elle demeura un instant la tête basse, gênée, ne sachant pas s'il voulait d'elle. Puis, croyant voir une flamme s'allumer dans ses yeux, elle porta la main à sa camisole, elle ôta le premier bouton. Mais Goujet s'était mis à genoux, il lui prenait les mains, en disant doucement « Je vous aime, Madame Gervaise. Oh, je vous aime encore et malgré tout. Je vous le jure. » « Ne me dites pas cela, monsieur Goujet, s'écria-t-elle, affolée de le voir ainsi à ses pieds. « Non, ne dites pas cela, vous me faites trop de peine. » Et comme il répétait qu'il ne pouvait pas avoir deux sentiments dans sa vie, elle se désespéra davantage. « Non, non, je ne veux plus, j'ai trop de honte. Pour l'amour de Dieu, relevez-vous, c'est ma place d'être par terre. » Il se releva, il était tout frissonnant, et d'une voix balbutiante « Voulez-vous me permettre de vous embrasser ?» Elle, éperdue de surprise et d'émotion, ne trouvait pas une parole. Elle dit oui de la tête. Mon Dieu, elle était à lui, il pouvait faire d'elle ce qui lui plairait, mais il allongeait seulement les lèvres. « Ça suffit entre nous, Madame Gervaise, » murmura-t-il. « C'est toute notre amitié, n'est-ce pas ?» Il la baisa sur le front, sur une mèche de ses cheveux gris. Il n'avait embrassé personne depuis que sa mère était morte. Sa bonne amie Gervaise seule lui restait dans l'existence. Alors, quand il l'eut baisée avec tant de respect, il s'en alla à reculons tomber en travers de son lit, la gorge crevée de sanglots. Et Gervaise ne put pas demeurer là plus longtemps. C'était trop triste et trop abominable de se retrouver dans ces conditions lorsqu'on s'aimait. Elle lui cria « Je vous aime, monsieur Goujet. Je vous aime bien aussi. Oh, ce n'est pas possible, je comprends. Adieu, adieu, car ça nous étoufferait tous les deux. » Et elle traversa en courant la chambre de madame Goujet. Elle se retrouva sur le pavé. Quand elle revint à elle, elle avait sonné rue de la Goutte d'Or. Boche tirait le cordon. La maison était toute sombre. Elle entra là-dedans, comme dans son deuil. À cette heure de nuit, le porche, béant et délabré, semblait une gueule ouverte. Dire que jadis elle avait ambitionné un coin de cette carcasse de caserne. Ses oreilles étaient donc bouchées, qu'elle n'entendait pas, à cette époque, la sacrée musique de désespoir qui ronflait derrière les murs. Depuis le jour où elle y avait fichu les pieds, elle s'était mise à dégringoler. Oui, ça devait porter malheur d'être ainsi les uns sur les autres, dans ces grandes gueuses de maisons ouvrières. On y attrapait le choléra de la misère. Ce soir-là, tout le monde paraissait crevé. Elle écoutait seulement les boches ronfler, à droite, tandis que Lantier et Virginie, à gauche, faisaient un ronron, comme des chats qui ne dorment pas et qui ont chaud, les yeux fermés. Dans la cour, elle se crut au milieu d'un vrai cimetière. La neige faisait par terre un carré pâle. Les hautes façades montaient d'un gris livide, sans une lumière, pareille à des pans de ruines. Et pas un soupir, l'ensevelissement de tout un village raidi de froid et de faim. Il lui fallut enjamber un ruisseau noir, une mare lâchée par la teinturerie, fumant et s'ouvrant un lit boueux dans la blancheur de la neige. C'était une eau couleur de ses pensées.
Elles avaient coulé, les belles eaux bleues tendres et roses tendres. Puis, en montant les 6 étages, dans l'obscurité, elle ne put s'empêcher de rire. Un vilain rire qui lui faisait du mal. Elle se souvenait de son idéal, anciennement. Travailler tranquille, manger toujours du pain, avoir un trou un peu propre pour dormir, bien élever ses enfants, ne pas être battue, mourir dans son lit. Non, vrai, c'était comique, comme tout ça se réalisait. Elle ne travaillait plus, elle ne mangeait plus, elle dormait sur l'ordure. Sa fille courait le guilledou, son mari lui flanquait des tatouilles. Il ne lui restait qu'à crever sur le pavé, et ce serait tout de suite, si elle trouvait le courage de se flanquer par la fenêtre en rentrant chez elle. N'aurait-on pas dit qu'elle avait demandé au ciel 30 000 francs de rente et des égards ? Ah, vrai, dans cette vie, on a beau être modeste, on peut se fouiller. Pas même la pâtée et la niche, voilà le sort commun. Et ce qui redoublait son mauvais rire, c'était de se rappeler son bel espoir de se retirer à la campagne après 20 ans de repassage. Eh bien, elle y allait, à la campagne. Elle voulait son coin de verdure au Père-Lachaise. Lorsqu'elle s'engagea dans le corridor, elle était comme folle. Sa pauvre tête tournait. Au fond, sa grosse douleur venait d'avoir dit un adieu éternel au forgeron. C'était fini entre eux. Ils ne se reverraient jamais. Puis, là-dessus, toutes les autres idées de malheur arrivaient et achevaient de lui casser le crâne. En passant, elle allongea le nez chez les Bijards. Elle aperçut Laly morte, l'air content d'être allongée, en train de se dorloter pour toujours. Ah, bien, les enfants avaient plus de chance que les grandes personnes. Et comme la porte du père Bazouge laissait passer une raie de lumière, elle entra droit chez lui, prise d'une rage de s'en aller par le même voyage que la petite. Ce vieux rigolo de père Bazouge était revenu, cette nuit-là, dans un état de gaieté extraordinaire. Il avait pris une telle culotte qu'il ronflait par terre, malgré la température. Et ça ne l'empêchait pas de faire sans doute un joli rêve, car il semblait rire du ventre, en dormant. La camoufle, restée allumée, éclairait sa défroque, son chapeau noir aplati dans un coin, son manteau noir qu'il avait tiré sur ses genoux comme un bout de couverture. Gervaise, en l'apercevant, venait tout d'un coup de se lamenter si fort qu'il se réveilla. « Nom de Dieu, fermez donc la porte, ça fiche un froid, hein ? C'est vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors Gervaise, les bras tendus, ne sachant plus ce qu'elle bégayait, se mit à le supplier avec passion. « Oh, emmenez-moi, j'en ai assez, je veux m'en aller. Il ne faut pas me garder rancune. Je ne savais pas, mon Dieu, on ne sait jamais, tant qu'on n'est pas prête. Oh oui, l'on est content d'y passer un jour. Emmenez-moi, emmenez-moi, je vous crierai merci. » Et elle se mettait à genoux, toute secouée d'un désir qui la pâlissait. Jamais elle ne s'était ainsi roulée aux pieds d'un homme. La trogne du père Bazouge, avec sa bouche tordue et son cuir encrassé par la poussière des enterrements, lui semblait belle et resplendissante comme un soleil. Cependant, le vieux, mal éveillé, croyait à quelque mauvaise farce. « Dites donc, murmurait-il, il ne faut pas me la faire. »« Emmenez-moi, répéta plus ardemment Gervaise. Vous vous rappelez, un soir, j'ai cogné à la cloison. Puis j'ai dit que ce n'était pas vrai, parce que j'étais encore trop bête. Mais tenez, donnez vos mains, je n'ai plus peur. Emmenez-moi faire dodo. Vous sentirez si je remue. Oh, je n'ai que cette envie. Oh, je vous aimerais bien. » Bazouge, toujours galant, pensa qu'il ne devait pas bousculer une dame qui semblait avoir un tel béguin pour lui. Elle déménageait, mais elle avait tout de même de beaux restes quand elle se montait. « Vous êtes joliment dans le vrai, dit-il d'un air convaincu. J'en ai encore emballé 3 aujourd'hui, qui m'auraient donné un fameux pourboire, si elles avaient pu envoyer la main à la poche. Seulement, ma petite mère, ça ne peut pas s'arranger comme ça. »« Emmenez-moi, emmenez-moi » criait toujours Gervaise. « Je veux m'en aller. »« Dame, il y a une petite opération auparavant. Vous savez, quick !» Et il fit un effort de la gorge, comme s'il avalait sa langue. Puis, trouvant la blague bonne, il ricana. Gervaise s'était relevée lentement.
Lui non plus ne pouvait donc rien pour elle ? Elle rentra dans sa chambre, stupide, et se jeta sur sa paille, en regrettant d'avoir mangé. Ah non, par exemple, la misère ne tuait pas assez vite.